Bonjour les amis, c'est Pascal Tréfingui. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, eh bien faites-le, c'est ici que ça se passe. Et puis si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas, souvenez-vous, je peux toujours vous envoyer mon copain qui est jamais maussade et qui est toujours heureux et qui s'appelle Maurice. Die, die, die. Ah ben non, c'était à nouveau notre running gag, hein, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous passionne tous, hein, pour lequel vous êtes inscrits. Vous êtes 500 000 milliards sur cette chaîne. Vous voulez absolument voir ce sujet parce que je suis le seul à en parler, c'est-à-dire le lien des États-Unis avec le phénomène OVNI. Ben oui, il y a beaucoup de personnes qui se sont exprimées sur la question. Il y a des milliards de vues chaque année en minutes et en heures sur YouTube parce que c'est un sujet qui intéresse. Mais il y a peu de personnes en fait qui vous retracent un historique de la relation entre les Américains et les ovnis et qui en plus ont des documents de la Maison Blanche et des documents de l'US Air Force. Et bien nous on les a, ils nous ont été remis par l'armée française et ils ont été d'ailleurs remis à la plupart des journalistes en marge du rapport Cometa. Vous en avez entendu parler? Ben c'est voulu. Voilà, si vous voulez savoir, l'information est là, c'est comme avec les Illuminati, mais si vous voulez continuer à vivre dans vos illusions, eh ben, continuez à y vivre, hein, c'est beau. Le nouvel ordre mondial, c'est seulement pour les moutons, pour les gens qui veulent réfléchir, pour les gens qui veulent s'informer, tout est disponible pour en sortir. C'est un des pièges du nouvel ordre mondial, c'est de vous dire tout et de vous laisser à vos croyances et à vos superstitions. Lorsqu'on s'intéresse au phénomène OVNI, en effet, les États-Unis sont incontournables. D'abord l'Allemagne nazie, évidemment, et puis ensuite, évidemment, et toujours les États-Unis qui ont été au cœur des mystères de l'ufologie. Tout commence le 9 octobre 1941. Le programme atomique américain Manhattan est décidé. L'Allemagne nazie s'étant déjà saisie de la création d'une industrie atomique. Participe au projet atomique Manhattan une figure importante de ce qui deviendra l'ufologie, ou l'ovnilogie en français, ou ce qui deviendra plus tard le bouffon, c'est-à-dire, aux États-Unis, c'est plus sérieux, c'est gouvernemental, c'est Vannevar Bush, le grand-père du président Bush, qui est né en 1890 et mort en 1974, et qui va devenir une des figures centrales du développement du lobby militaro-industriel, notamment celui qui est en charge du volet uranium. Les installations d'études sont dissimulées sous la ville de Los Angeles, et c'est là, mystère au grand mystère, qu'une première vague de PAN, des phénomènes aériens non identifiés, liés au nucléaire, se manifeste le 25 février 1942. L'armée américaine tire 1400 obus dans le ciel de la ville sans aucun autre résultat que de générer un nuage de poudre oblitérant la vue sur l'objet. On pense alors à un dirigeable japonais chargé d'agents bactériologiques ou explosifs, mais le Nippon-ni, le projet de Manhattan n'est réellement initié qu'en juin 1942. Alors, est-ce là donc en février un premier avertissement de ceux qui savent ce qui se trame? Comment les auteurs supposés des phénomènes aériens non identifiés sont-ils avertis que Los Angeles sera le point de départ de la future ère atomique? Un document du FBI que nous allons mettre en fin ou en incrustation, on ne sait pas encore, ça sera selon notre bonne volonté, figurez-vous, s'intitule Top Secret Magic Eyes Only. Il est daté du 5 mars 1942, ça veut dire top secret pour les œufs autorisés seulement. Il est signé du président Roosevelt, fait état que le contre-amiral Anderson de l'US Navy a récupéré un aéronef interplanétaire, dit le texte, de haute technologie, après qu'il ait été abattu et repêché en mer au large de Los Angeles en 1941. Un autre suivra dans les collines de San Bernardino, à une centaine de kilomètres à l'est de Los Angeles. La preuve a été rendue publique en 1974 pour les Français, par l'ancien pilote français de l'US Air Force, le major Jean-Gabriel Grélé. Eh non, il n'a pas reçu la grêle, mais il a reçu des documents. Selon ce brave militaire français, le cas n'est pas isolé et il éclaire une partie du développement technologique fulgurant des États-Unis depuis le début des années 40. Il écrit « Le texte dont nous disposons est une copie dactylographiée de l'original, dont une traduction se trouve en pages 17 et 18 de mon ouvrage. On y découvre avec stupeur que l'armée possédait des éléments matériels appartenant à des engins célestes et qu'il s'y trouvait des secrets atomiques pour lesquels le docteur Vannevar Bush, conseiller technique du président,
espérait trouver des solutions pratiques. L'information est tout à fait inattendue et apporte la preuve, au début de 1942, des réponses à des questions que l'on se posait alors. Cette citation, elle est extraite d'un livre du major Jean-Gabriel Grélé, qui a été pilote de l'US Air Force et ensuite pilote sur Air France. Et il a écrit tout ça dans un livre très intéressant qui s'appelle 1942-1954, la genèse d'un secret d'État, qui n'est plus édité, qu'on peut toujours trouver en version PDF, et qui a été édité en 1990 et qu'on retrouve seulement en fichier PDF sur YouTube. Évidemment, c'est un livre qui a gêné, mais qui a quand même produit un certain nombre de réactions intéressantes au niveau militaire. Plus loin, dans ce livre, le major Jean-Gabriel Grélé commente une autre des copies de documents déclassifiés en sa possession. Il s'agit du mémorandum pour la Commission spéciale pour la science et la technologie non terrestre, qui est daté du 24 février 1944 et qui est signé par Franklin Delano Roosevelt, le président de the United States himself. Il écrit: il révèle une foule d'informations, ce document, mais surtout une donnée insoupçonnée. Des éléments matériels non terrestres, ou célestes, pour reprendre l'expression poétique du rédacteur, sont déjà authentifiés comme atomiques. Le président Roosevelt a déjà consulté le docteur Vannevar Bush et d'autres scientifiques quant à la possibilité de trouver des utilisations pratiques aux secrets atomiques découverts en étudiant des engins célestes interplanétaires. Le président des États-Unis écrivait en effet dans ce document: je suis d'accord pour que l'application du savoir-faire non terrestre dans le domaine de l'énergie atomique soit utilisée afin de perfectionner des armes de guerre supérieures qui permettront de réaliser la défaite complète de l'Allemagne et du Japon. L'énergie atomique serait donc en réalité un secret non humain à son origine, en partie percé en premier lieu par les nazis avant 1939 grâce au crash d'une soucoupe volante en Allemagne et dont ils ont été détournés par une race extraterrestre ou intraterrestre. Les Américains se seraient saisis d'autres aéronefs utilisant cette propulsion dès 1941 et ne se seraient pas laissés dissuader ou intimider pour y renoncer. Et on le verra, ceci a une grande importance. On comprend mieux ainsi la suite et le rapport des PAN avec le nucléaire. Cette explication est tentante et est basée sur des documents qui n'ont jamais été contestés. Est-ce vrai? Une manipulation, car on ne voit pas pourquoi ces documents d'un aussi haut niveau de secret auraient été publiés en 1979. Qui sait? Encore une manipulation des militaires? Manipulation, contre-manipulation, milieu ufologique délirant. Décidément, cette histoire sent le souffle. Quoi qu'il en soit, en 1943, le projet Manhattan mobilise d'énormes ressources financières et humaines. L'activité est répartie entre 3 sites: Los Alamos au Nouveau-Mexique pour la fabrication et le test de la bombe atomique, Oak Ridge au Tennessee avec son cyclotron et Hanford en Californie pour la filière proprement uranium. C'est là qu'une nouvelle vague de phénomènes aériens non identifiés, on dira PAN, OVNI si vous préférez, se manifeste. Tous les sites connaissent des survols de ce qui est décrit comme des disques volants et des boules de lumière. Jusqu'en 1947, eh bien les amis, on compte 800 survols d'OVNI rien que sur les installations du sud-ouest des États-Unis. Jusqu'en 1952, le chiffre monte à 3000, dont 15% peuvent être associés à des disques volants. Rien que le site de Oak Ridge c'est donc le cyclotron, en totalise 37 entre 1947 et 1952 et même 70 au total. En juillet 1947, c'est l'affaire du crash de Roswell, où les témoins et la presse ont état du crash d'un disque volant habité, puis fait marche arrière, affirmant qu'il s'agissait d'un ballon météorologique mongol. On ne sortira plus de ce schéma. À chaque fois qu'il y aura des chutes d'OVNI, eh bien c'est très simple, ou ça sera des ballons météorologiques, ou ça sera plus tard, quand l'industrie en enverra plus dans l'espace, des satellites. Donc quand on vous dit satellite, ou quand on vous dit ballon météorologique, Tenkeligabus, amigo. Il faut allumer la lumière, mes amis. Donc, en juillet 47, le crash de Roswell. En septembre 1947, eh bien, l'armée soupçonne un phénomène matériel et préoccupant pour la sécurité nationale. En fait état un mémorandum de l'armée de l'air que nous avons, que nous plaçons à la suite,
Du général Nathan Twining du 23 septembre 1947 qui est adressé au général Shulden où est indiqué l'existence de disques volants au-dessus des installations nucléaires et des lieux d'essai américains. Donc cette lettre, elle date de septembre 1947. C'est une lettre du lieutenant général Nathan Twining qui est adressée Twining, il est à l'époque commandant du Air Material Command, l'AMC, il est adressé au brigadier général George Shulgen, qui est chef des renseignements au sein de l'armée de l'air et directement dans le bureau ovale. Alors le document porte sujet, opinion du AMC, c'est-à-dire l'Air Material Command, concernant les disques volants extraterrestres 23 septembre 47. C'est pour le commandement général des forces aériennes de l'armée à Washington DC et c'est donc adressé au brigadier général George Shulgen, donc des services secrets. Il y a différents points qui sont intéressants, je ne vais pas vous les lire tous, mais ils disent, conformément à la demande concernant les soi-disant disques volants extraterrestres, cette opinion est basée sur des rapports d'interrogation fournis et sommairement étudiés par le personnel du T2 et Aircraft Laboratory, division Cette opinion est le résultat d'une conférence impliquant le personnel du Air Institute of Technology, Intelligence T2, bureau, le chef de la division d'ingénierie et de Aircraft Power Plant and Propeller Laboratories and Engineering Division T3. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Il y a des objets probablement de forme approximativement d'un disque, de taille serait appréciable pour apparaître aussi grand qu'un avion. Il y a la possibilité que certains incidents peuvent être causés par des phénomènes naturels tels des météores. Les caractéristiques rapportées telles qu'un extrême taux d'ascension, la manœuvrabilité, particulièrement dans des tonneaux, et les actions qui doivent être considérées évasives lorsqu'ils sont aperçus ou contactés par les radars ou les avions alliés, donnent à croire à la possibilité que certains objets sont contrôlés manuellement, soit automatiquement, soit téléguidés par des extraterrestres. Une description commune des objets suit: surface métallique ou réfléchissant à la lumière, absence de queue, haute performance, forme circulaire ou ovale, plat dessus avec un dôme au-dessus ou au-dessous, plusieurs rapports de vol en formation bien serrés variant de 3 à 9 objets, aucun son avéré, sauf dans 3 cas où il y a un rugissement. Des vitesses au sol appréciables qui sont de l'ordre de 300 nœuds. On dit dans ce rapport que ça n'a rien à voir avec la technologie actuelle. On dit que on étudie la possibilité que ça puisse être une nation étrangère, c'est-à-dire la Russie, mais qu'il en ressort rien. Donc d'avril à juin 1952, l'opération Tumbler Sniper autorise l'explosion de 11 bombes atomiques atmosphériques dans le désert du Nevada, soit lancées d'avions, soit fixées sur des tours. Là encore, des ovnis sont observés. Les institutions, par exemple en juillet 52, les institutions de Washington, c'est-à-dire la Maison Blanche, le Congrès, sont survolées par un groupe d'ovnis pendant plusieurs heures, dont la Maison Blanche, le Pentagone, le Capitole. On dénombre 14 disques ou boules, dont 7 laissent un écho radar. Au moment où les chasseurs interviennent sur cette zone, les ovnis disparaissent. Dès qu'ils s'éloignent, les ovnis réapparaissent. L'armée parle de phénomènes thermiques pour assurer les médias à la population devenue hystérique. S'agit-il d'une manœuvre d'intimidation pour dissuader les États-Unis d'utiliser l'arme atomique et de la perfectionner? C'est peut-être le cas. Entre 1947 et 1969, le projet militaire Blue Book vise à déterminer si les ovnis constitue ou ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale des United States of America. Les documents relatifs au projet sont maintenant déclassifiés et peuvent être consultés intégralement sur le site des Archives nationales américaines. Il y a environ 12 500 observations d'OVNI qui sont mentionnées et votre Seigneur qui a tout honneur, toute majesté sur cette chaîne, puisqu'elle est la sienne et celle de ses amis, s'est permis d'en consulter environ une centaine. Vous pouvez vous le faire vous-même si vous voulez. On vous mettra le lien en dessous pour ceux qui ne croient pas.
Voilà, alors évidemment, on invite Maison du Vin, la pauvre nouille à en faire autant. C'est-à-dire, il y a des gens qui font des caricatures et qui tirent en bas qui tirent en bas et qui se présentent pas des lives. Et puis il y a des gens qui travaillent en équipe, qui font des enquêtes, qui compulsent des documents et qui ont fait des études. Donc continuez à consulter les chaînes de cons. Elles sont faites pour vous si vous êtes cons. Ici, c'est une chaîne de gens intelligents et qui travaillent. On est intelligents et travailleurs et on a travaillé pour vous. Mais vous pouvez travailler aussi. On vous laisse accès à tous les documents auxquels nous-mêmes nous avons accès. Entre 1947 et 69, le projet militaire Blue Book donc a déterminé si les PAN constituent une menace pour la sécurité nationale entre 47 et 69, ce que les Français feront en 99. Et ils vont émettre un rapport en 2001, le rapport Cometa. En 1952, le rapport annuel du projet Blue Book mentionne le lien indéniable entre les ovnis et les activités nucléaires. Les enquêtes n'ont révélé aucune preuve que les ovnis étaient des véhicules extraterrestres ou représentaient une menace. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont une technologie qui est supérieure à la technologie humaine, mais on va en apprendre plus par ces documents, et notamment sur les créatures qui sont trouvées à l'intérieur et qui visiblement appartiendraient à des espèces bien différentes. Alors pour l'instant, le rapport de 1952 rapporte un combat aérien qui a eu lieu en 1948 entre un pilote de chasse de l'US Air Force et un ovni au-dessus de Fargo, dans l'état du Dakota du Nord. Le pilote de l'avion de chasse de type Boeing 25 est le lieutenant Gorman de la Garde nationale, âgé de 25 ans au moment des faits. Gorman tente de percuter sciemment le disque volant. Ce dernier peut l'éviter à une vitesse de fuite estimée à 600 miles/h. À son approche, le disque émet une lumière et file dans les airs comme un coup de fusil, dit-il. En 1954, de nouvelles explosions atomiques sont réalisées dans le cadre du projet Castle, Château. Là encore, on observe des ovnis. On soupçonne l'année géophysique internationale de juillet 1957 à octobre 1958 d'avoir servi en réalité de couverture à une vaste opération d'analyse des ovnis en relation avec l'effet électromagnétique des bombes atomiques, notamment sur la constante de Schumann et la ceinture de Van Allen. Au niveau mondial, ce projet de coopération va mobiliser 67 nations, 60 000 savants, 8 000 stations d'observation et laboratoires scientifiques. Elle permet de découvrir la ceinture de Van Allen, dont je viens de vous parler, et divers mécanismes de la géophysique. Fondée par l'ingénieur et géophysicien Lloyd Phil Buckner, qui avait été le directeur de la commission Robertson de 1953 sur les ovnis, l'agence, donc l'AGI, l'année internationale donc de géophysique, est dirigée par Vannevar Bush, le chef du projet Manhattan. Donc on a une personne qui est sur le projet atomique, sur les enquêtes des ovnis et sur l'année internationale de géophysique. Évidemment, l'année internationale de géophysique avec 60 000 chercheurs et 8 000 stations d'observation, c'est plutôt une année sur les ovnis. L'objet de la commission Robertson était d'analyser les rapports civils et militaires sur les ovnis et d'évaluer leur danger pour la sécurité nationale du monde occidental. Elle va se réunir du 14 au 17 janvier 1953 et après 12 heures de réflexion, la commission conclut à l'unanimité une chose stupéfiante. 1. Il n'y a pas de preuve d'une menace directe et identifiable contre la sécurité nationale dans les phénomènes ovnis. Donc visiblement, nos chers amis extraterrestres ne sont pas une menace et encore moins une menace pour la sécurité nationale. Deuxièmement, il n'y a aucune preuve que les objets observés puissent être réellement extraterrestres, car en fait, s'ils sont interplanétaires, dit bien le rapport, ils sont certainement intraterrestres et présents dans le système solaire. Le rapport collecte différents éléments qui sont intéressants, mais il dit qu'il y a évidemment une petite menace, un encombrement des canaux de communication qui pourrait générer un comportement hystérique des foules. Donc qu'est-ce que nous dit ce rapport en 1953? Il nous dit ovni, extraterrestre, pas de menace par contre. Par contre, ces extraterrestres peuvent être des intraterrestres et des habitants du système solaire qui sont nos co-locataires du système solaire et pas forcément en dehors de notre système solaire et donc présents sur Terre depuis longtemps. Et d'autre part, on nous dit que ce qui est embêtant, c'est surtout le public parce que l'hystérie du public pourrait
paralyser les médias et pourrait paralyser les moyens de communication, notamment le téléphone et les radios amateurs. Donc il y a une décision qui est prise par la Maison-Blanche et qui est lourde de conséquences après cette commission Robertson. Le rapport Robertson, c'est le cover-up total des ovnis, y compris la désinformation la plus grossière. En 1953, la Maison-Blanche prend la décision de ne pas parler du phénomène ovni et de tout expliquer de façon grossière avec des imbécilités, ayant peur de l'hystérie des foules telle qu'elle a été mise d'ailleurs en évidence dans la diffusion à la télévision par H.G. Wells du meilleur des mondes. La décision, vous le savez, est lourde de conséquences, et encore à l'actuel, puisque Hollywood s'est saisi du sujet pour le ridiculiser et le désinformer, tandis que les militaires nous disaient « ballon météorologique » et les militaires nous disaient « satellite » ou maintenant « météore » circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien voilà, c'est la vie. Pourtant, le lien entre l'année géophysique internationale, l'IGA, et le nucléaire est clair. Les militaires américains font exploser en 1958 plusieurs missiles porteurs de bombes atomiques dans la haute atmosphère, donc dans la ceinture de Van Allen, officiellement à titre expérimental pour observer sa déformation et les phénomènes géophysiques s'y déroulant. C'est tout de même étrange parce que ce sont 37 charges atomiques qui explosent au cours de l'année 57 lors de l'opération Plum Bob et 72 au cours de 1958 dans le Nevada et les îles Marshall lors des opérations Hardtack 1 et 2. La nécessité technique de ces explosions fait débat. Là encore, on observe des ovnis, 337 observations d'ovnis rien qu'au début de novembre 1957 aux États-Unis. Les témoins sont fiables car principalement des militaires et des savants du réseau d'observation mis en place par l'IGA, l'année internationale de géophysique. Le 9 juillet 1962, on obtient un pic de crise entre les intraterrestres ou colocataires qui vivent aussi sur les autres planètes du système solaire et l'armée américaine. Une puissante bombe à hydrogène est envoyée dans la haute atmosphère entourant la Terre et y explose. Cette opération est connue sous le nom de code Starfish Prime. L'essai s'est soldé par une extension artificielle des ceintures de Van Allen qui est vue à travers l'océan Pacifique de Hawaï à la Nouvelle-Zélande, générant des désordres dans les appareils électriques, téléphones et portes de garage et les phénomènes optiques. Là encore, on observe des ovnis en masse. On mesure quand même le niveau de démence des militaires américains et de Van Allen lui-même d'ailleurs, qui dès la publication de sa découverte avait convenu avec l'arme américaine de la faire sauter. Bienvenue chez les dingues, bienvenue aux États-Unis, bienvenue chez les Khazars. C'est pas nouveau que ça dysfonctionne dans le lobby militaro-industriel, c'est des cinglés. L'objectif de l'année internationale de géophysique et du Starfish Prime est-il devenu plus clair de nos jours? Provoquer les ovnis, abattre une soucoupe volante et récupérer la technologie. Car en effet, ce qu'ont fait les Américains, c'est faire péter des bombes partout pour faire sortir les vipères du sol et abattre les ovnis et récupérer la technologie. Ils ne se sont pas gênés et d'ailleurs la réponse ne va pas tarder. Du 24 au 25 août 1966, le site secret de missiles atomiques de Minot dans le Dakota du Nord, qui est un dépôt d'armes atomiques des États-Unis, est attaqué par des ovnis et des soucoupes envoyant des rayons lumineux. 10 missiles intercontinentaux Minuteman sont mis hors d'usage en quelques secondes par un ovni stationné au-dessus de la base. Il est observé par des dizaines de témoins et le cas se reproduit 2 fois. Le 16 mars 1967, c'est de Malmstrom AFB dans le Montana, toujours aux États-Unis. Donc c'est le tour de la base de Malmstrom AFB dans le Montana, une base de missiles intercontinentaux atomiques, le 16 mars 1967, d'être ciblée par des ovnis. Le lieutenant Robert Salas, qui s'est beaucoup exprimé sur ce sujet, témoigne que 8 missiles ont été désactivés lors du survol des installations par un ovni.
Dans le domaine civil, c'est à Douglas Point, au Canada, la centrale atomique de technologie américaine, bien connue, qui est survolée longuement par des ovnis en septembre 67. Officiellement, aucun incident. En décembre 67 commence au Nouveau-Mexique les expériences d'explosion atomique du projet Casbaghy et les cas de mutilation du bétail, dont le cerveau, la peau et les organes digestifs, sont retirés avec un scalpel dépassant la technologie de l'époque. Donc on a les Américains qui se mettent à faire tout péter, on a des opérations d'ovnis, et autour où il y a eu les radiations atomiques, eh bien on retrouve du bétail qui est mutilé avec des prélèvements sur les choses intéressantes, les organes digestifs, la peau et le cerveau, c'est-à-dire ceux qui souffrent le plus en matière d'irradiation dans le cas d'une irradiation. Le premier animal à être complètement disséqué est le cheval Snippy. Donc c'est pas Skippy de la secte Richelieu, non. C'est Snippy de la secte OVNI. Alors on aimerait bien qu'ils emportent Perlimpinpin pour le disséquer. Ça nous ferait des vacances. Mais quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que les OVNI réalisent des études sur la pollution nucléaire, sur la faune et la flore, et y compris sur les êtres humains, puisqu'on ressent de plus en plus de cas d'enlèvement, voire d'humains qui ont été disséqués. Dans les années 70, dans les années qui suivent, donc la fin des années 60, le début des années 70, les cas d'enlèvement par des ovnis se multiplient. Une étude statistique explique ou établit que 2% de la population américaine est dans les conditions psychiques d'avoir été enlevée à des fins d'études médicales et expérimentales psychologiques, notamment basées sur la culpabilisation pour la destruction environnementale. Et ça sera une constante. Dès qu'il y a ovni, dès qu'il y a nucléaire, il y a ovni. Enfin, il y a d'abord des ovnis, puis du nucléaire. Puis les ovnis viennent voir ce qu'on fait du nucléaire. Puis ils prennent du bétail, puis ils prennent des êtres humains. Et ça va aller jusqu'à 2% de la population américaine qui visiblement aurait été observée ou étudiée par nos amis intraterrestres. Les 27 octobre et 11 octobre 1975, les bases de missiles nucléaires de Loring AFB dans le Maine et Worth Smith AFB dans le Michigan sont survolées par des ovnis. Le North American Aerospace Defense Command est chargé d'intercepter tout aéronef non autorisé ou s'écartant de sa route sur le territoire fédéral. Et on a les documents de 75 du NORAD. Alors le NORAD, c'est ces avions de chasse qui sont en permanence en l'air au cas où il y a un avion qui sort plus de 3 minutes de son itinéraire, qui avait été envoyé vers l'Islande au moment du 11 septembre, tandis qu'on occupait toute l'armée américaine avec une fausse attaque avec des avions fous sur les États-Unis. Bon, bien entendu, c'était un exercice d'urgence. Et comme par hasard, c'est ce jour-là que Ben Laden a attaqué avec sa mobilette depuis les grottes de Tora Bora. Si vous y croyez à cette histoire, je vous en supplie, déchargez l'application Covid-19, portez des masques et allez vous faire vacciner et surtout buvez de la mort au rat et suicidez-vous, qu'on soit débarrassé des moutons. Voilà, ce n'est pas une invitation au suicide, c'est évidemment une blague. Alors, le 27 et le 28 décembre 1980, la base américaine de Rendlesham, près de Bentwaters, dans le Suffolk, en Angleterre, connaît un incident insolite et similaire. Selon le colonel Charles E. Alt de l'US Air Force, un objet émettant des lumières multicolores a envoyé un rayon laser vers les têtes des missiles nucléaires et les a neutralisés temporairement. Ce survol par un pan oblige l'armée américaine à informer son allié et hôte anglais qu'elle a entreposé, sans l'avertir et en toute illégalité, des armes atomiques sur le sol britannique. Cela va générer une crise politique extrêmement grave entre l'Angleterre et les États-Unis. Des photos ont été prises, un témoin a été irradié et le constat médical a été publié. Or, dans le récit du colonel Charles Highholt, il parle clairement de soucoupes volantes, d'une rencontre avec des extraterrestres. La dernière vague américaine a lieu à Phoenix, en Arizona, le 13 mars 1997, 1997 pour ceux qui parlent le bon français, à proximité de la centrale nucléaire de
Palo Verde, qui est la plus puissante des États-Unis et même au monde. L'armée a relevé un niveau anormal de rayons gamma dans l'atmosphère. On a pensé au projet Blue Beam, mais certaines personnes se demandent s'il ne s'agit pas d'une nouvelle intimidation des extraterrestres dans le cadre d'un vol de technologie et d'un usage complètement délirant qui serait fait par l'espèce humaine. Le cas qui a été le plus médiatisé depuis la fin des années 70 est celui du crash ou du prétendu crash de Roswell. Ce qu'on ignore généralement est que ce monument de l'ufologie a un lien avec le nucléaire en la personne d'une personne extrêmement importante pour l'avenir de l'électronique et donc de la rétro-ingénierie. Il s'agit de William Bradford Shockley. Pourquoi en est-on venu à le soupçonner moi-même et d'autres avant moi? La lecture de la série La conspiration des anges de Thomas Allen, qui est rédacteur initial du rapport Cometa sur les ovnis de 1989 en France, et les interviews controversées de l'auteur dans les médias m'ont conduit, à envisager qu'il y a peut-être eu un crash d'aéronefs et de petits gris à Roswell en 1947. Il est vrai que le milieu scientifique, et que d'ailleurs ce scientifique Thomas Allen jugé sérieux, qui est franc-maçon, qui est très cultivé, c'est vrai que ce scientifique tient parfois des propos qui sont pour le moins incohérents ou pour le moins singuliers. Le mot est faible, mais il affirme avoir reçu des courriers humides, ce qui, dans ma pensée, a immédiatement instillé un certain doute. Alors, est-ce que ce physicien raconte des babilles? Est-ce qu'il fait partie d'un groupe de facétieux ou d'un groupe de naïfs? Parce que vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo sur le fake Humo. Dans une étude consacrée à l'histoire de la technologie électronique, le physicien français, donc Thomas Allen, qui porte bien son nom d'ailleurs, a tenté de montrer que la découverte accidentelle du transistor en 1988, émanant de l'équipe électrique de l'ingénieur William Bradford Shockley et du chimiste Stanley Morgan au service de Bell Labs, était curieux parce qu'en effet, à cette époque-là, Stanley Morgan et William Bradford Shockley travaillaient sur des bombardiers atomiques au sein du 509e groupe aéroporté de Roswell. Oh. C'est là où l'épave de l'aéronef halogène aurait été amenée pour être étudiée par l'UR Air Force. Concomitance, rétro-ingénierie, les deux. Il n'y a qu'un pas entre les deux. Qui croire? L'armée des États-Unis, un groupe criminel d'éternels menteurs, les hallucinés de l'ufologie. Quoi qu'il en soit, William Bradford Shockley, né en 1910 et 1989, fut aux côtés de John Bardeen et Walter Hauser Brattain, lauréat du prix Nobel de physique de 1956 pour, tenez-vous bien, leur recherche sur les semi-conducteurs et leur découverte de l'effet transistor. William Bradford Shockley, également à l'origine de la création de la Silicon Valley, qui a été le moteur de l'évolution de l'électronique moderne. Jolie carrière, non? Voilà un petit monsieur qui travaille sur les systèmes de frein des avions à Roswell pour une société d'armement et qui d'un seul coup reçoit le prix Nobel d'électronique et devient le fondateur de la Silicon Valley. Tu l'as vu celui-là? Eh bien, tu mets de la vasine, tu te le mets quelque part et tu continues à mettre ton masque, à te faire vacciner, à t'abonner aux chaînes de Perlimpinpin, à étudier Freud, Darwin et Copernic. Et si tu n'as toujours pas compris, circule te faire vacciner, il n'y a rien à voir, tout ça est du tréfinguette, évidemment, quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne se documente pas, qui est dans la fantaisie et qui en plus est homosexuel, c'est qui fait quand même pas mal péter les plombs à un certain nombre de coincés du trou de balle qui seraient bien inspirés de s'acheter une cuillère. William Bradley Shockley, donc, fut aux côtés de John Bardeen et de Walter Hauser Brattain, lauréat du prix Nobel. Il est à l'origine de la Silicon Valley. Donc, je vous le dis, posons-nous la question.
Est-ce que ce sont des petits génies apparus comme ça ex nihilo du nulle part, ou est-ce que ce qu'ils ont inventé est en fait un plagiat d'une rétro-ingénierie de technologie des exogènes gris qui auraient été extraites des épaves depuis 1941 et notamment à Roswell. William Bradford Shockley n'est-il pas un bon petit menteur de petits cloportes américains du lobby militaro-industriel, évidemment des bienfaiteurs de l'humanité qui bientôt vont vous offrir un très joli vaccin que Donald Trump donnera obligation aux militaires d'aller vous administrer pour votre salut. Alléluia, amen. Voilà, alors que penser? Cover-up de l'armée américaine sur l'affaire Roswell et sur les ponts en général. En parallèle, eh bien, rétro-ingénierie. En réalité, eh bien, on arrive à bien comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'ai fait une petite étude personnelle sur Bradley, de William Bradford Shockley dans mon livre OVNI extraterrestre et Crop Circles, toujours disponible sur Amazon, et je l'ai offert à 5000 personnes il y a quelques semaines. Et on voit que de 1939, où Bradford Shockley travaille sur le système de radar, vraiment au bas de gamme, c'est un petit ingénieur comme directeur de recherche chez Bell de Manhattan. D'un seul coup, il devient prix Nobel et il va être à la base de toutes les merveilleuses créations, y compris du micro-ordinateur individuel, de la fibre optique, du laser, enfin de tout ce qui fait les joies de la modernité. Un génie comme nul autre, évidemment, on y croit. Mamie va faire du vélo au fond de ta baignoire et va mettre Pépé KO parce que nous, on l'est. En tout cas, quand on est abonné chez Perlimpinpin, c'est qu'il faut s'acheter un cerveau. Alors, on peut effectivement se laisser croire à une rétro-ingénierie, hein, voilà. Mais quand même, la preuve n'est pas flagrante, hein. Il y a quand même des grands génies aux États-Unis, hein. Voilà, on peut voir d'ailleurs que il y a une lampe mécanique qui conduit à l'apparition des circuits imprimés, c'est-à-dire du jour au lendemain. Et visiblement, toute cette histoire nous paraît cousue de fil blanc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit conclure? La conspiration extraterrestre élite ou intraterrestre élite est-elle raisonnablement documentée? C'est-à-dire, y a-t-il un accord entre une race d'extraterrestres, d'intraterrestres avec des disques volants et le gouvernement des États-Unis et plusieurs gouvernements? Voilà les amis, je vous laisse juger. Y a-t-il véritablement ce traité de Grenade et ce traité de l'Antarctique qui permet aux intraterrestres de pouvoir rentrer et sortir des parties creuses de la Terre librement, sans contact avec l'être humain? Y a-t-il un accord entre ces intraterrestres pour capturer du bétail et des êtres humains à des fins d'expérience contre un échange de technologies? Surveillent-ils notre usage de leur technologie et notamment notre armement atomique? Sont-ils intervenus plusieurs fois dans le domaine du nucléaire? Y a-t-il d'autres extraterrestres qui sont intervenus entre-temps, dont certains hostiles, nous dit Chico Xavier, notamment les Dracos, et qui seront en contact avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique et pas du tout bien intentionnés envers nous, ni d'ailleurs nos voisins les petits gris? Que penser? Que conclure? Je vous laisse juge. En attendant, lorsque on comprend ces documents américains, celui de la Maison-Blanche de l'US Air Force, eh bien, on fait un lien entre les ovnis, le boom des sciences théoriques et de la technologie après 1947, l'emprise de la question nucléaire, du contrôle mental et de la génétique, et puis pour financer tout ça, l'endettement public et privé massif, le changement climatique polémique, l'observation de chemtrails intrigants, la politique agressive de vaccination de masse, etc. Il semble que cette question des ovnis soit la clé qui manque pour lier tous ces éléments entre eux. Et pour l'humanité, c'est vraiment une claque dans la gueule qui va être prise au fur et à mesure que les peuples vont prendre conscience de ce qu'ont découvert les traducteurs des tablettes sumériennes comme Anton Parks ou Anton Parks et l'autre, j'ai oublié son nom, Zecharia Sitchin. Doit-on passer d'un Dieu unique créateur, qu'ils auraient fait de l'argile et puis et recréer les êtres humains, ou doit-on passer entre le créateur général et notre espèce?
Eh bien, par ces fameux Anunnaki, ceux qui sont descendus du ciel, c'est-à-dire ceux qui auraient créé l'homme actuel, l'Homo sapiens sapiens, pas si sapiens que ça, par manipulation génétique, qui nous observeraient comme une de leurs expériences et qui de temps en temps, eh bien, verraient l'usage que nous faisons de la technologie qu'on leur chip. Certaines personnes pensent que nous avons créé Dieu, et les mêmes pensent que nous avons créé les extraterrestres. Certaines personnes pensent que Dieu existe, et certaines, en tout cas et certaines personnes pensent que les extraterrestres existent. Et comme par hasard, quand on regarde nos livres religieux, on a l'existence d'un Dieu créateur universel, mais on a aussi des Elohim, c'est-à-dire des dieux créateurs descendus du ciel, tandis que chez les matérialistes, il n'y a ni l'un ni l'autre, parce que quand on est matérialiste, il faut croire qu'est-ce qu'elle a dit la mathématique, il faut dire qu'est-ce qu'elle a dit la science physique pour les profanes, il faut croire qu'est-ce qu'elle a dit Darwin, il faut croire qu'est-ce qu'elle a dit Sigmund Freud et Dr Jung. Et si vous êtes sage et si vous êtes gentil, vous aurez accès aux enfants de la secte freudienne, hein, celle qu'ils vous préparent dans tous les hôpitaux, dans les milieux psychiatriques, freudiens et jungiens, c'est-à-dire des petits David qui seront prêts, eh bien, puisqu'ils n'ont pas de parents, qu'ils ont été abandonnés, à servir de gibier ritualiste eh bien, aux satanistes, l'oublier, et ensuite eh bien, faire de la chasse sur Internet comme petit individu du programme MK Ultra, en attendant soit de tuer quelqu'un, soit d'être tués eux-mêmes. Donc voilà comment fonctionne le système, rempli de mensonges avec derrière une secte sataniste. De l'autre côté, vous avez les religions qui vous ont toujours dit la vérité, quelquefois de façon un peu simpliste et idiote, et qui vous parlent toutes d'objets volants non identifiés et d'extraterrestres. Libre à vous de croire qui vous voulez, les pédophiles et les perlimpinpins, ou les gnostiques et les gens qui connaissent les Écritures et qui ont fait des études. Ça, c'est à vous de choisir entre les demeurés profonds, les zombies du système et les gens qui sont éveillés. Voilà. Alors, il y a quand même un cas qui pourrait... ouais, je parle tout le temps de perlimpinpin, mais c'est pour rire, vous inquiétez pas, c'est complètement insignifiant comme personnage. Un cas qui pourrait vous intéresser, le cas du ministre canadien que connaissent bien les Québécois, tabarnak, qui s'appelle Paul Hellyer, qui est né en 1923, je crois qu'il est encore vivant, ce zigoto. Alors Paul Hellyer, il a été ministre de la Défense canadien et il s'est rendu en hélicoptère comme moi. Ouais, il n'y a pas que moi qui fais de l'hélicoptère, il y a aussi donc le ministre de la Défense, pour assister à l'atterrissage le 3 juin 1967, tenez-vous bien, et il nous le dit lui-même sur les chaînes de télévision européennes et russes. Donc, le ministre Paul Hellyer est allé en hélicoptère pour se rendre le 3 juin 1967 à une rencontre avec des extraterrestres à Alberta, au Canada. En 2007, Paul Hellyer a imploré les gouvernements du monde entier de divulguer le fait que la technologie actuelle était d'origine intra- et extraterrestre, qu'il pourrait d'ailleurs, que cette technologie pourrait vraiment nous aider, sortir des problèmes de pollution, de surpopulation, etc., enfin de soi-disant surpopulation, de soi-disant pollution, qu'il y a toute une technologie qui pourrait nous aider, et il enjurait les gens de démasquer l'élite et de pouvoir les donner vers les peuples pour soulager la souffrance humaine. Paul Hellyer a dit qu'il y avait bien un accord entre l'élite et le gouvernement des États-Unis qui aurait été signé à Grenade en Espagne, et des êtres exogènes plus avancés dans le domaine technologique mais aussi spirituel. Il semblerait donc que le cas Humo, c'est en fait une manipulation du service de renseignement américain qui donne des informations sur des intraterrestres et qui nous fait croire qu'il s'agit d'extraterrestres de la planète Humo. Dans une interview accordée à Russia Today en 2014, Paul Hellyer a déclaré au moins que 4 espèces exogènes sont présentes sur Terre depuis des milliers d'années. La plupart proviennent d'autres systèmes stellaires, mais certaines vivent sur Vénus, Mars, les lunes de Jupiter et de Saturne. Il précise que selon les extraterrestres, nous ne sommes pas de bons intendants de notre planète. L'être humain est dirigé par des crétins et l'être humain se comporte comme des moutons. Et il met d'ailleurs en garde sur bien l'utilisation de nucléaire et de l'industrie chimique, hein, et le fait que les peuples laissent les gouvernements utiliser le nucléaire et la chimie, alors c'est une menace pour tout le monde. Alors Paul Hellyer a dit une chose
assez intéressante, et c'est ce que je vous écris dans mon livre, puisque le sous-titre c'est les États-Unis, le gouvernement des États-Unis a-t-il vendu la planète et l'humanité à une race extraterrestre hostile? C'est que les Américains ont signé un accord avec les Dracos pour avoir de la technologie et zigouiller 6 milliards d'humains et se livrer à des expériences de mutation génétique sur l'être humain en échange de leur survie, de leur contrôle sur la Terre. C'est-à-dire en échange d'un gouvernement mondial, ils se sont alliés avec des créatures extraterrestres mauvaises à qui ils ont donné une bonne partie de notre planète et de l'humanité, ce qui a mis les petits gris en état de rage. Et une guerre entre espèces exogènes ferait rage depuis un certain temps, notamment actuellement, sur la question de l'Antarctique. Et effectivement, il semble que les Américains et leurs amis extraterrestres veuillent chasser les intraterrestres de l'Antarctique, et que à chaque fois qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui sortent de l'Antarctique, comme à Magé, ils soient butés par l'armée américaine depuis des stations avec de l'armement qui leur ont été donnés par cette race extraterrestre hostile de Draco que nous avait décrit Chico Xavier. Clive Stone, que vous connaissez sans doute, un vétéran de l'armée américaine, a prétendu, lui, que 57 ethnies exogènes regroupées en 8 types sont présentes sur Terre. Il a témoigné avoir été un traducteur télépathe de l'US Air Force pendant plus de 30 ans en contact avec les extraterrestres blessés dans des crashs d'engins ou capturés pour interrogatoire. Il a d'ailleurs donné un manuel de l'armée guidant les premiers soins, les contacts et les interactions avec les extraterrestres qui avaient déjà fuité et dont il a donné quelques pages aux journalistes lors de conférences et d'interviews à Roswell. Lui aussi fait un lien entre le nucléaire et les pans. Il indique que les exogènes sont inquiets pour notre planète et ils sont surtout inquiets parce que notre espèce est une espèce de débile profond qui n'a qu'une hâte, c'est de se comporter comme des moutons, tandis que 7% de l'humanité était complètement tarée et que c'était celle-là qui nous gouvernait, en particulier le lobby militaro-industriel américain et Big Pharma, contre lesquels ils nous mettent en garde. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la fantaisie des prétendus témoins et le chaud et le froid soufflé en permanence par les milieux officiels, militaires et politiques rendent fou toute personne sensée qui sait faire le point calmement et sagement sur le sujet des ovnis. Moi-même, lorsque j'ai écrit mon livre, je suis souvent passé de l'excitation à la rage, de l'enthousiasme à la déception profonde. On lit et on voit tout et son contraire. Le sujet est nimbé d'un écran de fumée. Il est vraiment tentant de tout rejeter en bloc. L'énergie nécessaire pour essayer de distinguer le vrai du faux, nécessitant d'avoir un psychisme alimenté par une usine atomique. Voilà. Lors de cette étude, celle que j'ai faite dans mon livre sur les ovnis, crop circle et adduction, que je vous conseille, qui a été donné gratuitement à 5000 exemplaires, mais qui est toujours présent sur Amazon, j'ai pu lire des choses d'une platitude extrême, qui vont du rationaliste matheux physicien bontin complètement idiot au service du lobby militaro-industriel, à l'halluciné freudien et ses expériences de psychotronie, d'hypnose et de permalimpanisme. Et franchement, c'était vraiment pas très agréable. Je suis souvent un peu consterné d'ailleurs de voir l'irrationnel total des milieux freudiens, le rationalisme buté des milieux rationalistes et scientifiques. Et j'ai en mémoire une phrase que m'a dit Jean-Pierre Petit, et que je trouve très intéressante, qu'il a d'ailleurs rappelé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo. Dans les années 80, où il faisait une conférence dans le nord de la France sur les phénomènes ovnis, sur la vie extraterrestre, il y a un crétin d'astrophysicien et astronome extrêmement célèbre qui lui avait dit « Monsieur Jean-Pierre Petit, s'il y avait des planètes autour des étoiles, on les aurait déjà observées. Il n'y a pas de vie hors de la Terre, et il n'y a aucune preuve scientifique, et il n'y en aura jamais aucune. » C'était fait en 1995, un radiotélescope découvrait la première planète exogène, et depuis, on en a découvert des centaines de milliers. Voilà ce que sont les milieux scientifiques. D'un côté, des rationalistes bêtes et butés qui ne croient que ce qu'ils voient dans leur microscope,
et qui, avec les outils qu'ils ont actuellement, comme si on n'aurait pas d'autres outils dans le futur, et qui disent c'est la vérité parce qu'actuellement c'est comme ça. Non, c'est l'état de vos découvertes. Et de l'autre côté, vous avez les perlimpinpinistes, les freudiens, qui vont vous servir du Harry Potter, de la sorcellerie, de l'ésotérisme de bazar et de la psychanalyse sous hypnose, transe, etc., qui ne valent pas mieux d'ailleurs, qui nagent en complet irrationnel, qui vous racontent des loufoqueries à dormir debout, qui décrédibilisent complètement le sujet ovni. Alors d'un côté, les récits des déments sous hypnose, de l'autre côté, les rationalistes bêtes et butés. Il y a aussi des irrationalistes freudiens, rationalistes bêtes et butés. Nous, on a perlimpinpin. Et de l'autre côté, il y a aussi des scientifiques délirants. On en a eu quelques-uns quand même sur la question ovni. Pour ma part, lorsque j'ai préparé cette émission, lorsque j'ai préparé mon livre sur les ovnis, j'ai visionné des témoignages des plus rocambolesques, comme notamment une personne qui avait été interviewée par Jimmy Gueux, que j'aime beaucoup, c'est vraiment mon mentor en ufologie, qui dit qu'il avait été touché par le rayon vert, voilà, et que depuis il avait mal à la gorge. Ou des personnes qui, c'est le même d'ailleurs, qui racontent qu'un jour, en face d'une centrale nucléaire, il avait rencontré des petits gris sur une motocyclette et qu'ils avaient un accent anglais, qui lui avait dit une phrase en anglais, qu'il prononçait d'ailleurs lui-même avec un accent bien français. Alors, entre les rationalistes bêtes et butés, entre les irrationnels, et puis les irrationnels chez les rationalistes et les fous furieux rationalistes chez les irrationnels freudiens, on a quelquefois vraiment l'impression que en France, le pastis, c'est pas cher et que ça devrait être interdit. Alors, au point où on en est, c'est partout dans le monde entier, je vous rassure. Mais il faut dire que dans l'affaire de Magé, le moufon France s'est parfaitement ridiculisé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, le moufon, prend position sur l'affaire de Magé à partir des vidéos qui ont été mises par des youtubeurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur le terrain, ils ne font pas d'enquête. Donc, une enquête, c'est quoi? C'est des documents vidéo et audio, c'est des témoins, et c'est une investigation matérielle sur le terrain avec du matériel de relevé, notamment de la radioactivité. Le bouffon s'est prononcé sans être allé sur le terrain, sans avoir fait de relevé, sans avoir interviewé personne. Ils ne m'ont même pas téléphoné ni emailé. Voilà. Et ils ont, dit-il, analysé sérieusement et donné une position définitive à partir des blagues et des vidéos qui ont été faites par des youtubeurs en français, parce que ne parlant pas portugais ni anglais, ils n'ont pas été capables de voir ce qu'ont produit les Mexicains, les Brésiliens et les Américains sur le cas de Magé. Bienvenue en France, bienvenue chez le pays le plus grotesque au monde, le plus ridicule, pays en voie de sous-développement, poubelle migratoire, et c'est pas de la migration 4 étoiles et 5 étoiles qui arrive en France, c'est vraiment le plus bas de la migration, c'est-à-dire ceux qui peuvent pas aller aux États-Unis, en Amérique du Sud, ils viennent en France pour les allocations familiales, et là c'est bien souvent le cas. Alors c'était moins le cas dans les années précédentes, c'est pas le cas pour les personnes qui ont déjà de la famille en France. Et ces gens-là, qui sont des petits blancs arrogants, rationalistes, bêtes et butés, darwinistes et freudiens, viennent me donner des leçons sur Internet. Le moufon France, eh bien vous voyez celui-là, je vais vous le mettre, et sans vaseline, parce que vu le trou du cul que vous avez, je pense que c'est même pas la peine d'y mettre, on pourrait y rentrer dedans et avec un casque. Et d'ailleurs, lorsque j'étais en relation avec l'armée de l'air française au sujet du phénomène OVNI, à chaque fois que j'ai parlé du moufon France, tout le monde était tordu de rire sur le niveau d'indécence intellectuelle et le niveau de médiocrité du moufon France. Bienvenue chez les idiots du village. Effectivement, si David Perlimpinpin veut s'y inscrire, le moufon France recrute des grotesques, des freudiens, des darwiniens et des rationalistes bêtes et butés pour continuer à alimenter ces enquêtes imaginaires à partir de vidéos sur YouTube. Bienvenue en France. Évidemment, la majorité des Français sont des gens très bien. Vous êtes ici, vous êtes Français pour 50% d'entre vous. Vous posez des questions sur le phénomène OVNI, mais il y a vraiment des pays où on a vraiment des gens qui sont sérieux pour parler des OVNI. Et en France, vous avez la chance d'avoir une armée de l'air qui a produit le rapport Cometa. Alors de grâce, lisez le livre du Major Jean-Gabriel Grélet. Il est gratuit, pas d'excuse. Il est en PDF
sur Internet, et puis lisez le rapport Cometa. Il est également gratuit et offert par le ministère de la Défense. Maintenant, il n'y a plus d'excuses pour rester sur la chaîne de Perlimpinpin. Voilà, c'était encore notre running gag préféré. Monsieur Perlimpinpin, l'idiot du village, dont on va se servir pour faire contraste. Autant se valoriser avec lui, puisque lui essaye tout le temps de nous dévaloriser pour se valoriser lui-même. Voilà, nous on n'a pas besoin de le dévaloriser. Les personnes intelligentes ont parfaitement compris de qui il s'agissait, en attendant que je le foute en tôle et à poil. Voilà, ce que je vais faire avec un plaisir certain. Ça va prendre du temps, mais on vous tiendra au courant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On va mettre quelques documents à la suite, notamment sur le cas Adamski, et puis sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Et puis, on se retrouve demain pour la suite, qui sera les extraterrestres et Pascal les a vus. La France, le phénomène OVNI, les abductions françaises. C'est sur cette chaîne, c'est ici qu'est la vérité et nulle part ailleurs. Ciao. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Je crois que si je fais rien, je m'ennuie, parce que toujours occupé je suis. Mais est-ce qu'on suit nos réelles envies? Faudrait déjà que je sache qui je suis. Oui, mais j'ai réveillon à organiser, faut que je range la maison pour les invités. J'ai la piscine à démonter, y a un nouveau smartphone, il faut que j'aille l'acheter. J'ai le papier peint à décoller, y a une compétition, je dois la gagner. J'ai tout mon jardin à arroser, je sais même pas si j'ai le temps d'aller pisser. Toutes ces choses, je les ai créées parce que j'avais peur de m'ennuyer. Les plaisirs sont devenus des corvées parce que j'ai oublié de m'écouter. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Oui, mais j'ai des copines à critiquer, j'ai des choses à vendre et je veux pas les donner. J'ai le devoir d'aller voter, je dois réfléchir, j'ai peur de me faire arnaquer. J'ai une alarme à installer, y a un tournoi de poker qui va démarrer. J'ai plus de cigarettes dans mon paquet, et y a plus de vin à table, on va se faire chier. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer. Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer. Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer. Já bebi, já brindei, já caí, já comemorei. É o último segundo dessa vida de vagabundo.
Minha cachaça é sua boca, minha farra é uma cama e a mulher mais linda pra chamar de toda minha. A culpa é da sua boca que beijou a minha boca. A culpa é do sorriso que revelou a sua vida junto com a minha, junto com a minha. Aquela vida de cachaça e de solteiro eu tô jogando fora. Já comprei uma casinha pra nós dois namorar. E se quiser a gente pode agora. Aquela vida de cachaça e de solteiro eu tô jogando fora. Já comprei uma casinha pra nós dois namorar. E se quiser a gente pode agora.